Alors, ben, On te tue. Donc, bonjour, je vais faire une petite introduction. Donc, j'ai fait cette imprimante-là ainsi que la présentation dans le cadre de mon projet personnel. Donc, évidemment, mon but, c'était de réussir à designer et construire une imprimante 3D qui avait un coût et une précision similaires à des imprimantes 3D sur le marché. Fait que je vais si jamais ça vous tente de faire une imprimante 3D, donc je vais vous suivre dans la démarche de création. Voilà. Donc on peut commencer. Donc premièrement, je vais définir c'est quoi en fait une imprimante 3D. Donc il y a trois principaux types d'imprimantes 3D. Donc il y a FDM qui est donc dépôt de matière. Après ça, il y a SLA qui est solidification par lumière. Puis il y a également agglomération par collage, donc SLC. Mais moi je suis vraiment plus familier avec le FDM, fait qu'on va beaucoup plus parler de donc la technique FDM. Donc c'est quoi la définition d'une machine FDM? Donc, principalement, c'est une machine qui donc, a une buse qui va faire chauffer et fondre du filament et que la buse va se déplacer dans tous les points de l'espace de l'imprimante, donc pour pouvoir déposer le filament en couche pour pouvoir créer un objet en 3D. Fait que ça c'est la définition vraiment d'une imprimante FDM. Donc, on peut commencer. Donc, là, je vais vous mettre, en fait, je vais vous donner plusieurs sortes d'imprimantes FDM pour que vous ayez un peu une idée de quoi est-ce que ça peut avoir l'air. Parce que, voilà. Donc, voilà ça. Donc, apparemment, donc ça c'est le même type que ce que j'ai fait. Donc, c'est les imprimantes plus à cadre. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un cadre. Fait essentiellement, comme cela, ça va être le Y, ça va être le lit qui va se déplacer en Y. Puis les autres mouvements donc, vont être exécutés par la tête qui va se déplacer en X, également en Z et en X, pardon. Donc ces imprimantes-là sont vraiment, c'est le plus facile à faire, c'est pour ça que j'ai fait la mienne comme ça, parce que c'est vraiment le plus simple à faire, donc comme vous pouvez voir, ça se fait avec n'importe quel matériau également. Puis c'est une assez bonne précision, mais c'est quand même moins stable si vous ne mettez pas de fixation en arrière, ça se peut que évidemment le cadre bouge, donc ça peut être moins stable, mais ça permet d'avoir une surface d'impression plus importante. Après ça, il y a l'imprimante à bras simples. Donc elle, en général, les surfaces d'impression vont être plus petites. Donc ça peut être plus précis, mais les surfaces d'impression vont être plus petites. Donc moi, je ne vous la conseille pas nécessairement. Puis si vous faites des erreurs de calcul, ça se peut que ça soit croche aussi. Fait que je ne le recommande pas nécessairement. Après ça, elle est compliquée également, mais on la trouve quand même sur le marché. Donc c'est les imprimantes qu'on a par exemple au Fab Lab. Donc ça va être par axe croisé. Fait on le voit plus ou moins, mais en gros, les axes X, P, Y vont se déplacer, la tête va se déplacer en X, P, Y selon des poutres qui sont ici, fait que vraiment elle va se déplacer selon les axes, comme ça, voilà. Puis le Z, il est vraiment contrôlé par le lit, fait que c'est le lit qui va monter, contrairement à celle-là ou l'autre qu'on avait vu avant. Puis donc ça c'est un autre exemple de comment est-ce que, d'un modèle qui pourrait être facilement réalisable par des élèves comme vous. Après ça, prochain modèle. Ah oui, puis c'est à noter aussi que c'est assez précis, mais c'est plus compliqué à faire parce qu'évidemment, si tes axes sont croches, là, ça devient un peu terrible. Après ça, tu as celle-là, elle, je la connaissais vraiment pas, mais c'est un type qui marche, mais c'est assez simple à faire dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, mais par exemple, pour la programmation, ça va être un calvaire parce que dans le fond, comme vous voyez, la tête se déplace seulement en Z. Et dans le fond, les mouvements vont être faits surtout par le lit qui va le faire en Y, mais le lit va tourner. Fait que pour faire les composantes de X, c'est le lit qui tourne. En tout cas, fait que ça devient assez compliqué. J'ai pas de vidéo pour vous montrer, mais si j'étais vous, je ferais pas une polaire. Après ça, il y a l'imprimante Delta. Elle a l'air compliquée. Elle est compliquée, surtout pour la programmation. Parce que dans le fond, les trois moteurs vont être en haut, puis ça va être en termes d'angle. Fait que quand vous dites les positions, c'est pas cartographique, c'est vraiment un angle que tu donnes à chaque moteur. Fait que dans le fond, ces parties-là vont descendre et monter, puis ça va faire que la tête va se déplacer. Sinus. Voilà, exactement. Fait que ça devient assez douloureux, surtout que la plaque en général est ronde, fait que c'est plus chiant, et plus petite, réduite. Fait que vraiment, si vous voulez faire, ça peut être très précis, mais si vous voulez faire de la grosse impression, c'est peut-être pas l'optimal. Maintenant, on peut, oui, l'autre imprimante. Donc c'est à bras articulé. Elle, je vous la recommande vraiment pas. Parce que dans le fond, en fait, oui, ça demande juste 2 moteurs pour activer la tête, contrairement à 5 pour elle.
Mais par exemple, donc, comme vous pouvez voir, là, ça devient assez compliqué, surtout pour la programmation, parce que dans le fond, le bras il se déplace sur ce moteur-là, fait que là, puis en fait, ça tourne. Fait que ça devient assez compliqué, puis surtout, mais bon, ça c'est un exemple de ce que ça pourrait ressembler si vous vouliez le faire. Maintenant, donc, avant de commencer à vraiment... En fait, non. Une fois que vous avez déterminé votre sorte, c'est très intéressant d'avoir un plan en papier. Donc, vous pouvez commencer par vous faire quelques croquis de plans, de sortes d'imprimantes que vous aimeriez faire. Puis dans le fond, après ça, vous pouvez faire un plan plus précis. J'ai malheureusement perdu mon plan, évidemment. Mais dans le fond, le plan précis, c'est là que vous allez mettre plus vos mesures en gros de l'imprimante sans avoir chaque mesure de pièce précise, parce que c'est la première façon de voir les problèmes physiques qui pourraient arriver. Fait que par exemple, quand tu dessines très brièvement, tu peux voir que, admettons, tu ne peux pas avoir ta fixation qui se met là parce que ça va bloquer le lit, etc. Fait que c'est vraiment la première étape pour être sûr que ton imprimante va réussir à se déplacer partout. Puis également, après que vous ayez fait ce plan-là, ça vous permet d'avoir une liste grosso modo des pièces que ça vous prend. Donc ça, c'est toutes les pièces que j'ai eu besoin. Évidemment, il y a une partie achetée, puis ça, c'est la partie la plus cool, donc partie vraiment fabriquée. Fait que vraiment, ça vous permet d'avoir une liste assez claire de vos pièces, puis même en fait d'une idée de prix, une idée de prix de votre imprimante. Après ça, donc, quand vous faites ça, c'est important de savoir les outils à votre disposition. Est-ce que vous avez une imprimante 3D à votre disposition, une découpe laser, est-ce que vous avez des outils manuels? Parce que dans le fond, par exemple, donc la découpe laser, on pourra l'utiliser principalement pour les pièces donc plates, mais rigides, fait que surtout pour des cadres ou des pièces de fixation comme ça, ou même une matrice de bois, parce que normalement la découpe laser comme on a à l'école, ça peut découper du bois. Fait que ça va être surtout pour les pièces plates mais grandes. Après ça, si vous avez une imprimante 3D, ça vous permet de faire donc les pièces de fixation super spécialisées, donc qui sont propres et déterminées qui sont spéciales à votre imprimante. Donc, toutes ces pièces-là, il n'y a aucune autre imprimante sur le marché que ça, parce que c'est vraiment ça qui va faire que votre imprimante, ça va être la vôtre. Donc, c'est toutes ces méthodes de création qui vont permettre de faire que ça va être votre propre imprimante. Puis, également les outils manuels. Donc, les outils manuels, ça vous permet de faire une grande sélection de travaux et de pièces, sauf que la précision va être assez basse en général. Fait que je ne vous recommande pas d'y aller avec des outils manuels, mais seulement être conscient que si vous en avez, vous pourrez comme faire des retouches sur vos pièces. Donc après ça, si vous n'avez pas d'imprimante 3D de découpe laser, c'est correct. Donc ça, c'est des sites ou des magasins qui pourraient vous dépanner. Donc premièrement, l'Ecofab, c'est une excellente pièce, donc c'est à Montréal, dans le centre-ville. Donc eux, ils ont en disponibilité des imprimantes 3D, donc il faut juste payer l'impression. Après ça, ils ont des CNC, fait que c'est la même machine qui est là-bas. Donc essentiellement, ça va vous permettre de découper dans des matériaux plus durs comme du métal et tout ça. Mais ils ont également des découpes laser, puis un atelier carrément d'usinage. Fait que si vous n'avez pas de machine chez vous, ou que vous n'êtes pas un étudiant du Collège Saint-Louis qui a accès au Fab Lab, vous pouvez ne pas pleurer et l'Ecofab va être là pour vous. Ou sinon, si vous avez un plus grand budget et que vous voulez une meilleure précision, il y a toujours possibilité, donc avec Markforged, c'est un site internet qui vous permet d'imprimer carrément en métal vos pièces. Fait que si vous voulez des pièces en métal plus solides, ça peut être intéressant. Après ça, Unshape, donc c'est un logiciel qu'on va parler un peu plus tard de design, a des extensions qui vous permettent essentiellement d'imprimer vos pièces dans des matériaux spéciaux. Fait que si vous voulez, admettons, une pièce en laiton, eux, ils peuvent vous l'imprimer puis vous l'envoyer. Fait que vous pouvez vraiment imprimer vos pièces même si vous n'avez pas d'imprimante chez vous. Puis également, finalement, donc ça, c'est surtout pour les parties brutes, du genre les feuilles de métal pour la découpe à la CNC. Donc, Make Mastercard, mais par exemple, il faut faire attention parce que, idéalement, il faudrait que vous ayez une adresse UPS ou que vous soyez dans une compagnie pour le faire. Mais ceci dit, ça s'arrange avec l'école si vous avez des professeurs à votre disposition. Voilà. Ça, c'est les outils qui peuvent vous dépanner. Après ça, bon, là, on en vient à l'achat des pièces. Donc,
évidemment, comme vous avez vu dans ma liste, il y a une bonne partie des pièces qui vont être achetées, à moins que vous êtes vraiment hardcore et que ça vous tente de construire à partir de zéro un microprocesseur, mais je ne vous recommande pas. Il faut faire, ouais, c'est ça. Quand on vient à l'achat, il faut vraiment faire attention aux fournisseurs et aux mesures. Donc, là, vous avez un plan, vous êtes supposé savoir c'est quoi les mesures limites que chaque pièce doit avoir. Surtout, en fait, c'est le fournisseur parce que des fois, des pièces peuvent être incompatibles. Donc, c'est pour ça que je vais recommander, surtout pour les pièces électroniques, d'avoir un kit RepRap. Donc, là, je n'ai pas de photo malheureusement, mais c'est un kit où il y a toute la pièce, le microprocesseur, tout ça, puis ça vous permet d'éviter l'incompatibilité de certaines pièces. Et c'est ça, en fait, essayer d'avoir le maximum d'informations pour l'achat. Donc, si vous décidez d'acheter en ligne, donc, il faut faire attention parce que dans le fond, l'achat en ligne, donc la livraison est parfois instable, donc ça peut arriver trop tard ou c'est plus ou moins sûr. Après ça, il y a tout le temps des problèmes possibles de livraison, donc moi ça m'est arrivé 2 fois. Donc j'ai eu un mauvais microprocesseur, etc. Fait qu'il y a toujours des problèmes de livraison possibles qui vont vous faire des problèmes plus tard. Fait qu'il faut faire vraiment attention, puis des fois les informations sur les sites peuvent être assez limitées. Fait que surtout Amazon, là, quand on parle d'Amazon, AliExpress, ça va être Buzz, Creality, puis là t'as pas genre les specs ou comme la grandeur de toute ta pièce. Fait que ça peut être vraiment très problématique. Mais par exemple, ça demande vraiment peu d'énergie, puis souvent le prix est vraiment plus intéressant. Fait que c'est à vous de voir, mais c'est ça en fait, je vous dis, pour les pièces mécaniques, c'est moins un problème, mais c'est surtout pour les pièces électriques. Ou sinon, si vous voulez des sites vraiment très fiables, mais très précis, fait que, il y a DGK, donc ça c'est un site très précis que toutes les sortes de pièces que vous voulez, fait que ça peut être vraiment intéressant pour les pièces électroniques. Puis McMaster encore, si vous voulez des pièces plus brutes, genre des vis avec exactement le bon diamètre, le bon espacement, là. Et eux ils sont très précis là-dedans, fait que vous pouvez avoir les pièces parfaites, et même en fait des outils si vous voulez pour la partie manuelle. Après ça, si vous êtes en magasin, donc magasin, aussi des fois l'information peut être limitée, mais vous pouvez avoir de l'aide toujours vous pouvez être aidé des spécialistes qui sont là en fait. OK. Puis le prix en général est plus élevé, fait qu'il faut faire faut faire attention avec ça. Puis dans le fond, mais surtout, c'est la fiabilité des produits. Fait que, admettons que tu veux un microprocesseur tel type avec telle sorte de port, tu le vois devant toi. Fait que tu es sûr que ça va être ça. Il n'y a pas de problème de livraison, c'est toi qui y vas. S'il y a un problème de livraison, c'est parce que tu es aveugle. Fait que, donc, il y a beaucoup de fiabilité de tous tes produits. Après ça, il y a souvent une qualité supérieure. Puis, c'est ça, donc, de l'aide au préposé. Donc, il faut faire encore attention pour les pièces électroniques. Essayez d'avoir des pièces que vous avez le plus d'informations dessus parce que pour la configuration, plus tard, ça va être vraiment intéressant. Puis, ça, c'est 2 autres, pas des sites, mais des places sécuritaires. Donc, Abra Électronique, ça, ils ont une grande sélection de toutes les pièces électroniques. Puis, ils ont même une section réservée aux imprimantes 3D. Fait que mécanique, électrique, ils ont tout ça. Ça, c'est meilleur magasin ever. Puis sinon, Rona, puis Renault Dépôt, c'est surtout pour les pièces brutes puis les vis. Donc évidemment, les vis Renault Dépôt, ils ont tout ce que vous avez besoin. Ça, c'est son magasin. OK. Maintenant, je vais vous faire une petite liste rapide de tous les éléments de base qui pourraient se retrouver dans votre imprimante. Donc, premièrement, il y a la carte mère. Donc, elle, c'est vraiment la tête de votre imprimante, celle qui va commander à toute l'imprimante quoi faire. Donc, puis il faut faire attention. Donc on va voir ça un peu plus tard, mais essayez de trouver une carte qui est vue par Arduino. Donc Arduino, il y a une liste de microprocesseurs que lui, il peut parler. Fait que il faut faire attention là-dedans. Puis il faut, oui, surtout. Ça c'est le principal. Si vous ne faites pas ça, c'est un peu la mort. Mais assurez-vous que votre microprocesseur a toutes les sorties de port nécessaires. Fait que si vous savez que vous avez 5 moteurs, prenez pas un microprocesseur qui a juste la place pour 3, parce que sinon vous allez pleurer. Fait que, il faut que votre microprocesseur ait tous les ports nécessaires pour votre imprimante, ça c'est primordial. Après ça, il y a les moteurs, évidemment, donc on va prendre des moteurs pas à pas qui permettent d'aller d'un sens mais de l'autre, puis que c'est vraiment très précis. Après ça, évidemment, il y a une buse, parce qu'on est en FDM, fait que type FDM, donc il faut chauffer le polymère, puis on fait ça avec une buse. Il faut faire attention, prenez vraiment une buse où il y a un thermistor déjà assemblé, ou sinon il va falloir que vous l'assembliez, puis ça peut être compliqué.
Mais un thermistor déjà assemblé, ça va vous permettre de... C'est ça qui dit la température vraiment à votre imprimante de la buse. Fait que sinon, votre imprimante, elle ne sait pas c'est quelle température que la buse est rendue. Après ça, il y a évidemment la end-stop. Donc là, on peut les voir ici. Puis ça, c'est vraiment ce qui va faire que quand votre tête ou vos pièces vont se déplacer, c'est en touchant ces boutons-là qu'ils vont savoir qu'ils sont rendus à la pièce 00, à la place 00. Fait que c'est vraiment primordial, ou sinon il faut le faire manuellement, puis ça peut être des complications, puis vous avez beaucoup plus de chances d'exploser votre imprimante parce que le moteur va tourner dans le beurre, puis ça va tout péter. Fait que c'est vraiment très intéressant. Puis je vous recommande surtout d'avoir donc des end-stop avec déjà une prise filaire, parce que j'en ai acheté des comme ça, puis là, il faut que tu te mettes à la soudure, puis ça devient un peu plus compliqué et plus ardu. Après ça, une boîte d'alimentation. Donc, les moteurs demandent plus d'énergie que ce que l'ordi peut donner en général. Puis c'est très important d'avoir une boîte d'alimentation pour alimenter les moteurs, surtout si vous décidez d'utiliser un écran LCD pour avoir une imprimante indépendante. Donc voilà. Et les barres chromées, ça c'est principalement pour donc, guider les déplacements de votre imprimante, mais ça va servir aussi possiblement à la structure, donc dépendamment de comment vous la designez. Après ça, il y a donc vis sans fin qui permettent donc les mouvements en Z principalement, mais qui peuvent aussi faire des mouvements en Y. Donc à chaque tour, évidemment, la pièce va monter, donc c'est très précis. Après ça, il y a évidemment pour que le moteur puisse donc faire tourner, il vous faut un joint en métal aussi, que vous allez fixer pour pouvoir pour que ce soit compatible. Après ça, les courroies dentées, ça permet de transmettre le mouvement essentiellement des moteurs vers les autres pièces. Donc, ça, les courroies dentées, dépendamment de votre design, vous pouvez vraiment vous amuser à en mettre partout, puis ça peut être vraiment drôle, mais les courroies dentées, c'est ça qui va déplacer le mouvement. Puis les roues dentées, c'est elles qui vont donc prendre le mouvement du moteur et qui va lui permettre de les transmettre à la courroie dentée. Fait que c'est assez primordial si vous en avez. Après ça, on en vient avec les roulements linéaires, donc roulement à V linéaire en fait. C'est ce qui va permettre aux pièces de se déplacer sur les barres chromées, donc c'est vraiment primordial. Puis, presque finalement, donc les fils électriques. Donc si vous n'avez pas de fil électrique, votre imprimante ne sert à rien. Donc je vous recommande encore une fois d'avoir des fils électriques avec des sorties compatibles à vos pièces ainsi qu'à votre microprocesseur pour vous éviter donc tous des problèmes de connexion. Après ça, on en vient avec le lit d'impression. Donc, si vous n'avez pas de lit d'impression, ça ne peut pas imprimer. Donc, le lit d'impression, c'est vraiment là-dessus que le polymère va se déposer en couche pour recréer l'objet. C'est vraiment intéressant. D'habitude, c'est en verre, mais si vous voulez un bed chauffant, vous pouvez. Donc, ça va marcher autant, puis en fait, il y aura plus d'adhérence. C'est intéressant aussi. Maintenant, on en vient donc, ça c'est une des pièces, mais en fait c'est la partie la plus longue, je ne vais pas vous mentir, mais c'est la partie possiblement la plus intéressante, surtout si vous voulez créer en fait votre imprimante, parce que c'est elle qui va vous permettre d'avoir des pièces précises, typiques de votre imprimante, puis donc de les imprimer ou de les découper. Donc, et aussi de voir tous les problèmes physiques qui pourraient arriver avec votre imprimante. Donc, ah oui, yes, un petit vidéo de quick, ça marche. Yeah. Rapidement, d'une pièce que moi j'avais, donc du dessin graphique. Vous n'avez pas besoin, normalement, ça marche. Okay. Vous n'avez pas besoin d'être super bon en fait, en général avec les logiciels de dessin. Vous n'avez pas besoin d'être nécessairement super bon avec les logiciels de dessin. Ça se fait assez bien, c'est juste long. Comme je vous dis, c'est beaucoup de temps pour tout designer, mais écoute, c'est du dessin. Voilà. Tu fais quoi maintenant? C'est quoi la pièce? Ah là, je suis en train de dessiner, donc c'est ça en fait, on va venir dessiner toutes les pièces qu'on a achetées pour pouvoir les retrouver. Fait que là, je suis en train de dessiner la buse par exemple, parce qu'en dessinant la buse, ça me permet de designer en fait la pièce qui va tenir la buse. Fait qu'on vient dessiner toutes les pièces qu'on a achetées, puis comme ça vous permet de designer les autres pièces.
slide. OK. Bon, là, je vais vous mettre un peu les principaux sites pour des années, donc principaux logiciels pour des années. Donc, on va commencer avec Fusion 360. Logiciel très professionnel, très précis, mais qui est assez compliqué. Fait que ça va vous demander un peu de tutoriel pour apprendre comment le gérer. Mais encore une fois, donc il y a vraiment tous les outils pour réussir à créer. Puis en plus, c'est payant. Fait que ça peut être un arrêt pour certaines personnes. Là, il y a juste un free trial de comme 3 mois, je pense. Fait que ça devient payant pour faire ça. Mais vous inquiétez pas parce que, bon, ok. Prochain, c'est Tinkercad. Ça, c'est vraiment le logiciel qu'on recommande à tous les débutants dans le dessin 3D parce que dans le fond, c'est à base de formes géométriques et non de plans et de faces. Puis que ça devient assez compliqué parce que c'est vraiment pas tant précis, mais on va venir l'utiliser surtout pour faire des pièces à vos premières impressions en fait, parce que c'est très vite à utiliser et très intuitif. Nous, ce qu'on veut, SolidWorks aussi, encore. SolidWorks est pas mal pareil que Fusion, il est payant également, mais il est très précis. Puis ça, c'est surtout celui qu'on va utiliser donc, dans le marché du travail. C'est que si vous avez peut-être une carrière que vous pensez là-dedans, ça peut être intéressant de commencer à utiliser SolidWorks, mais évidemment c'est payant. Mais il y a tous les outils très performants, ça marche très bien. Après ça, Onshape, ça c'est celui que j'ai utilisé. Donc évidemment, là on a le plan de mon imprimante par exemple. Donc Onshape est plus intuitif que Fusion, donc plus facile à utiliser, mais il y a des performances assez similaires. Ce qui est très intéressant en fait, Onshape en fait, c'est que c'est gratuit. Puis ça marche un peu comme Google Form, tous les Google fichiers, fait que ça permet à beaucoup de personnes de travailler en même temps dessus. Fait que pour des projets en groupe, si vous voulez, genre designer une maquette de quelque chose, vous pouvez le faire en groupe. Fait que ça peut être très intéressant. Puis comme je vous dis, c'est plus facile d'utilisation que les autres. Puis en plus, ça vous permet vous pouvez rajouter une application, donc des extensions qui vous permettent d'imprimer, comme je vous ai dit plus tôt, des pièces. Après ça, SketchUp, je ne vous le recommande pas nécessairement parce que c'est surtout pour du design de bâtiments, parce que c'est très carré. Fait que si vous voulez faire des pièces rondes, ça peut être un peu de la merde. Fait que je ne le conseille pas nécessairement. Voilà. Et après ça, donc, là on en vient au point de la fabrication. Donc, quand on en vient à la fabrication, donc il y a... Ouais, c'est ça. Il faut prendre en tête que... Il faut garder en tête que quand vous venez à la fabrication, surtout pour les imprimantes 3D, il y a tout le temps une certaine marge d'imprécision possible avec vos pièces. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, c'est pas trop grave, dans le sens que les petites imperfections de vos pièces peuvent être généralement corrigées avec des outils manuels. Donc, admettons que votre imprimante est un peu croche, vous pouvez le sabler, fait que ça se fait. Surtout, en fait, si vous avez un lit avec donc, des ressorts pour ajuster donc, le niveau, ça peut être rattrapable. Fait il faut avoir une certaine tolérance avec toutes les imperfections qui pourraient s'en suivre. Donc, mais la façon vraiment de réduire toutes les imperfections possibles, c'est premièrement de finir votre plan virtuel avant de commencer à créer les parties. Ça peut vous éviter de réimprimer les parties inutilement. Si vous décidez d'imprimer en métal, donc avec Markforged par exemple, faites des tests en plastique avant, parce qu'à comme 20$ la pièce, si elle arrive puis elle n'est pas bonne, voilà. Après ça, évidemment, si vous avez des outils manuels, vous pouvez faire des retouches, puis comme je vous ai dit, donc le COFAB, lui, il y a les outils manuels si vous en avez pas. Donc voilà, ça c'est donc toutes les pièces personnellement que moi j'ai créées. Donc c'est toutes les petites pièces qui rendent mon imprimante spéciale en fait. Puis avec mon logo Narval, c'est très beau. Le montage, malheureusement, la vidéo, comme vous voyez, n'existe pas. Mais le montage, en fait, si vous avez bien des années, ça ne devrait pas être trop lent. Mais c'est juste, vraiment la seule recommandation que je peux faire par rapport au montage, c'est de vous faire un ordre de montage avant. Comme les manuels Lego, parce que monter une pièce puis réaliser qu'il fallait que tu en montes une autre avant, puis là ça marche plus, ça peut être désagréable parce qu'il faut que tu démontres, remontes, puis là ça peut vous prendre beaucoup plus de temps que prévu. Juste vous faire un ordre, c'est vraiment la seule recommandation que j'ai pour vous. Puis là on en vient à la configuration. Une fois que vous avez une imprimante, puis qui est toute fonctionnelle en termes de fil électrique, tout ça, il faut la programmer. Parce qu'une imprimante avec rien à l'intérieur, c'est rien.
Donc, on va venir, ça va être assez facile. Donc, dans le fond, vous n'avez pas besoin, vraiment pas besoin d'avoir une certaine connaissance en programmation. Je ne savais pas comment programmer, puis ça marche. Fait donc, vous allez venir utiliser Arduino, donc c'est un logiciel. Ok, donc là, donc une fois qu'on a tout monté l'imprimante, là il faut vraiment donc, la configurer, donc la programmer, ou sinon elle sert à rien. Donc dans le fond, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une très grande connaissance en programmation, donc il faut seulement suivre les étapes. Donc on va utiliser principalement l'application Arduino, mais donc on va parler. Puis c'est vraiment la partie la plus longue, mais elle est très importante. Donc, on va utiliser principalement le logiciel Arduino. Donc, c'est un logiciel très facile à programmer et qui va permettre de tout télécharger les données donc, à l'intérieur de la carte mère. Donc, à l'intérieur de Arduino, une fois qu'on a téléchargé l'application, donc dans le fond, on va venir télécharger donc, Marlin, qui est un firmware. C'est facile, vous allez sur le site et dans le fond, tout est indiqué pour le download ainsi que toute la configuration. Donc, c'est vraiment facile ici. Dans notre configuration, tous les détails, puis même Glide. Fait que dans le fond, c'est ça, donc vous allez télécharger, l'ouvrir sur Arduino, puis comme vous voyez, là je l'ai ouvert, puis hop, toute la configuration est déjà toute écrite. Puis dans le fond, évidemment sur le site, ça va tout vous marquer chaque étape, comment régler, qu'est-ce que ça fait, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est quand même vraiment facile à programmer. Donc, c'est vraiment facile à programmer. Si on est au départ, tout ce que vous allez faire en fait pour configurer, c'est soit comme il y a des zones de texte ici, vous avez enlevé les doubles slash pour le faire apparaître. Donc ici par exemple, vous enlevez les doubles slash pour le faire apparaître, ou vous rentrez les bonnes mesures aux endroits indiqués. Donc c'est vraiment très facile à configurer, c'est juste plus long. Puis dans le fond, c'est là que ça devient important, donc comme je disais au début, de faire attention à d'avoir le plus d'informations pour chaque pièce, parce que quand on en vient à certaines composantes, comme ici, ça c'est toutes les sortes de thermistors que Marlin, lui, détecte puis trouve, en fait, peut gérer. Fait que dans le fond, si vous ne connaissez pas la sorte de thermistor que vous avez, ça peut être assez pointu puis assez dérangeant. Ou par exemple, le baud rate de votre carte mère. Fait que ça peut être assez troublant. Fait que c'est pour ça que vous essayez d'avoir le plus d'informations, surtout pour vos pièces électroniques, parce que quand vous arrivez à des parties comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir exactement le bon truc. Vous allez augmenter votre précision de votre imprimante. Après ça, donc là j'en ai parlé aussi encore une fois au début, surtout pour la carte. Donc la carte mère, là il y a une liste que Arduino lui détecte comme sorte de carte. Ceci dit, il est toujours possible de rajouter des cartes, donc comme j'ai fait pour le Annette, en fait ma carte. Donc je l'ai rajouté, c'est juste ça devient compliqué, puis c'est une complication pour rien. Fait que si vous pouvez directement trouver votre carte parmi la liste, c'est bien. Et ça c'est la liste, donc il y a une place dans Marlin qui te demande c'est quoi le nom de ta carte, parce que c'est la partie la plus importante, parce que s'il faut que tu saches comment communiquer à ta carte. Puis dans le fond, il y a une liste que Marlin lui voit comme A comme type de nom. Fait que si votre carte n'est pas présente, vous n'aurez pas le bon nom à dire à Marlin. Fait que Marlin ne saura pas comment lui communiquer. Puis là, ça pourrait faire du coup. Fait que juste avant, en fait, si je vous recommande vraiment, c'est d'aller voir ces deux listes-là pour voir si votre board est présent là-dedans. Là, après ça, on en vient, en fait, pour le LCD controller. Donc, je ne vous recommande pas nécessairement au début d'utiliser un écran LCD parce que, il vous faut la librairie Vigilib, donc qu'il faut rajouter. Donc, encore une fois, c'est faisable, je l'ai fait, mais c'est des complications de plus. Donc, mais vous allez dans inclure bibliothèque, puis vous allez l'inclure. Puis, c'est ça, en fait, ça devient des complications de programmation. Fait je ne vous recommande pas au début, mais bon, ça peut vous permettre d'avoir une imprimante indépendante, c'est que ça peut être vraiment très intéressant. Par contre, si jamais vous décidez vraiment vous voulez un écran LCD, parfait, c'est correct, mais c'est juste faire attention de vérifier, il y a une liste encore une fois des écrans LCD que Marlin voit. Fait que juste vous assurer que si possible votre LCD est présente parmi la liste, comme ça vous avez juste à enlever les deux slash puis il va le voir, sinon il y a encore des problèmes évidemment. Ok,
Là, une fois que vous avez tout rentré la configuration, il ne vous reste plus qu'à brancher votre carte mère avec un USB-D, donc en tout cas, le brancher via l'ordinateur et de peser sur téléverser, donc c'est un petit piton en haut. Puis dans le fond, si jamais ce message apparaît, donc le croquis utilise X de l'espace de stockage supérieur, ça veut dire que vous avez réussi à télécharger, donc téléverser toutes vos informations à l'intérieur de la carte. Donc si ça arrive à la première fois, là, vous êtes vraiment chanceux, ou sinon en général il y a tout le temps des petits bugs, fait qu'il faut aller gérer ça. Donc si vraiment dès que ce message-là arrive, peu importe combien il y a de rouge en haut, si le message arrive, ça veut dire que ça a marché, puis là donc vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Mais dès que vous voyez l'erreur de compilation pour la carte, le nom de votre carte, ben là ça veut dire qu'il va falloir, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Donc ça peut être lié probablement à une librairie manquante. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas inclus la librairie 8G libre, donc comme je vous ai dit plutôt qu'il fallait rajouter avec un LCD, là ça se peut que ça fasse du problème. Ça se peut que tout simplement ce soit une erreur de connexion, fait que dans ce cas-là vous débranchez votre carte, vous la branchez, vous essayez de téléverser, des fois ça marche. Mais également, des fois c'est juste une vraie erreur de programmation du genre que vous avez mis que vous possédez deux imprimantes, mais deux extrudeuses, mais que vous n'avez pas défini deux moteurs d'extrudeuses. Fait que là, il va dire « c'est impossible ». Fait que juste quand vous regardez dans le texte rouge, en général, ça va être écrit « vous ne pouvez pas, blablabla ». Si vous avez écrit ça, fait que là, vous pouvez régler les problèmes jusqu'à ce que ce message-là apparaisse. Donc, le croquis utilise X de la même. OK, maintenant la première impression. OK. Je vous recommande fortement, une fois que vous avez fini de peindre, d'utiliser donc un logiciel pour pouvoir le contrôler manuellement. Parce que si vous utilisez un logiciel qui slice directement, que vous le pluguez, il y a toujours des problèmes que votre imprimante soit mal configurée ou qu'il y ait un problème quelque part. Puis ce que ça va donner, c'est que vous risquez de briser votre imprimante ou de l'abîmer. Fait que c'est vraiment pas voulu. Fait que c'est pour ça que je recommande fortement d'utiliser un logiciel de contrôle manuel. Donc, les principaux logiciels, il y a Repartir-Os qui est vraiment très intéressant parce que dans le fond, lui, vraiment, comme vous voyez ici, il y a tous les boutons. Vous pouvez lui dire avance de tant de millimètres avec ton X, avance de tant de millimètres avec ton Y. C'est vraiment précis, très intéressant. Puis en plus, on voit la température dans la tête, fait que tout ça. Fait qu'on peut voir si on peut voir que chaque composante marche individuelle, puis essayer de gérer les problèmes. Des fois, même, ça peut être des problèmes physiques de câblage ou tout ça. Fait, voilà. Et ce qui est intéressant avec, c'est que donc il possède un bouton de fan. Fait, vous pouvez partir la fan si vous en avez un automatiquement. Fait que c'est toujours intéressant pour tester la fan. Il y a un kill print, fait que donc un bouton pour arrêter l'imprimante d'un coup si jamais il y a des problèmes. Donc ça si jamais vous voyez par exemple que la tête est en train de foncer sur le côté et que vous ne voulez pas, c'est intéressant de pouvoir l'arrêter tout d'un coup avant que ça brise trop. Puis également l'interface est vraiment simple. Fait que ça peut être un mauvais comme ça peut être un bonus, mais l'interface est très très simple. Puis ça offre aussi un bon nombre de configurations intéressantes que vous pouvez aller chercher. Fait que c'est quand même un bon logiciel personnellement. Ça, il y a Printer First. Donc évidemment, l'interface est beaucoup plus beau, donc professionnel. Il y a les mêmes sortes en fait de boutons et de paramètres donc à l'intérieur. Fait que c'est assez similaire. Par exemple, lui, il n'y a pas de bouton pour la fan, mais donc il y a un graphique en temps réel de la température. Fait que vous pouvez le voir. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est quand vous le branchez et que vous lui dites d'imprimer avec, ce que ça va faire, c'est que en fait, vous allez voir en temps réel l'impression se faire sur la plaque. Fait que ça vous permet vraiment de voir où est-ce que vous êtes rendu, parce que dans le fond, ces deux logiciels-là, ils possèdent à l'intérieur d'eux un logiciel de sliçage qu'on appelle, donc qui va couper l'objet en mouvements
de la tête, en fait, en déplacement puis en mouvement de l'imprimante. Fait que dans le fond, en fait, les deux ont directement ce logiciel-là à l'intégrer à l'intérieur d'eux. Fait que c'est comme un logiciel 2 en 1. Fait que c'est vraiment très intéressant. Après ça, si une fois que vous avez tout configuré, que vous avez tout réglé les problèmes, vous pouvez décider d'utiliser d'autres logiciels qui vont seulement slicer. Donc, les principaux utilisés, c'est Cura, évidemment, qui est une grande versatilité, beaucoup de paramètres intéressants, puis il se programme bien. C'est juste qu'il est assez compliqué. Puis Tinkersuit, mais lui, il est un peu plus programmé pour les petits topos, fait que ça peut devenir un peu compliqué, puis il est vraiment simple. Fait que, personnellement, je vous le recommande pas parce que, en fait, je vous recommande pas d'aller vers ce logiciel, dans le sens que les deux autres logiciels, donc Printerface puis Ravatar Host, possèdent directement donc l'application Slice3R à l'intérieur qui fait directement le sliceage. Fait que vous n'avez pas besoin d'avoir un autre logiciel, mais bon. Donc, c'est pas mal tout ce qui conclut. Donc, moi, en fait, mon but, comme je vous ai dit, c'était de réussir à construire une imprimante 3D moi-même, des années, la construire en ayant une ordre de prix correspondante à la moyenne des imprimantes, ainsi que donc, des paramètres qui correspondaient. Donc, j'ai réussi parce que, premièrement, donc, la plaque correspond aux mesures maximales que je m'étais données. La vitesse est réglable, donc encore sur le logiciel que je vous ai dit, fait que la vitesse, c'est facile à régler. La précision, elle possède une buse de 0.4, fait que ça respecte également la précision que je m'étais fixée. Puis l'autre paramètre, c'était... Bon, j'ai oublié l'autre paramètre, mais essentiellement, en fait, elle est capable également d'imprimer comme les autres. Elle peut se déplacer aussi dans tout l'espace des fois donné, ce qui est une réussite. Et en fait, pour ce qui est de son prix, donc je m'étais fixé un maximum de 728 $ comme budget, qui était le maximum, donc en fait, qui était la moyenne de prix. Puis moi, en fait, j'ai eu en fait, elle m'a coûté 550 $, fait que je respecte la moyenne de prix. C'est pas mal ça. Ou sinon, si une dernière recommandation avant de finir, c'est que vraiment, si vous décidez de vous lancer, puis que vous voulez encore plus d'informations, puis en fait de l'information plutôt écrite, avec plus de précision surtout, je vous recommande le livre donc, Impression 3D pour les nuls, qui est essentiellement, lui aussi, passe par chaque point de l'étape de création d'une imprimante 3D avec les explications, définitions, tout, puis c'est un gros livre, fait que vous avez beaucoup d'informations. Fait que c'est pas mal ça. Fait que voici mes sources.